Voilà, bonsoir à tous et chacun. Nous sommes là pour les comptes de votre émission Podium F, échange entre femmes. Ce soir, nous avons jugé opportun parler d'un sujet qui défraie la chronique. Ce sujet qui ne laisse personne indifférent, c'est la révision de notre Constitution. Il faut revoir la Constitution à tout prix. Ça va profiter à qui? Est-ce que c'est impérieux de le faire maintenant avec mon invité qui est cadre d'un parti politique? Vous allez savoir tout ça. Voilà, on ira plus loin pour parler aussi de la prorogation de l'état des sièges, la chambre basse du Parlement. Après cette session, la rentrée du 15 septembre, s'est planché aussi sur cette réalité, ce sujet qui préoccupe au plus haut point, surtout les ressortissants du Nord Kivu et des Littoures qui sont concernés par cet état de siège. Voilà un peu ça. Mais on ira aussi très loin pour parler de la célébration, c'est 10 octobre 2024 de l'anniversaire du parti Lumumbiste. Voilà un peu ça. Mon invité, c'est Madame Berthe Wallo, qui est au cadre au sein du parti de Patrice Emery Lumumba, chargée des relations extérieures. Madame Berthe, bonsoir. Bonsoir Adèle. Merci d'être là. Merci de me recevoir. 10 octobre, c'est l'anniversaire de votre cher parti politique. Tout à fait. Créé en 1958. Aujourd'hui même, nous fêtons le 66e anniversaire de ce parti cher à chaque Congolais, je voudrais le croire, et surtout à Patrice Lumumba. Qu'est-ce qu'on peut retenir 66 ans après? Le Congo. On peut retenir le Congo, puisque le Congo est aujourd'hui à son indépendance grâce à ces partis-là. Parce que à la fondation, il y avait des objectifs bien précis à la création de ces partis. Et ce sont ces objectifs-là qui ont vu l'unité du peuple congolais, la, comment dire, politisation, pour ne pas dire politisation, mais l'apprentissage de la vie politique du peuple congolais et aussi la demande de l'indépendance. Tout ça, c'était les objectifs à la création du parti. C'est les objectifs de la création de MNC. Parti créé par Patrice Emery Lumumba, d'inspiration socialiste et panafricaniste. Tout à fait. Aujourd'hui, les partis se retrouvent par rapport aux objectifs assignés. Qu'est-ce qui ne cloche pas au sein du parti lumumbiste? Ce qui ne cloche pas, c'est que après l'assassinat de Patrice Lumumba et du fait qu'on a empêché au parti, c'était une décision politique, d'abord du fait président Kasavubu, ensuite Mobutu, que le MNC ne devrait pas opérer dans le pays. Nous avons dû attendre jusqu'à en 1991, comme on dit couramment ici, 91 pour d'autres, au moment de la, comment dire, quand Mobutu a dit, comprenez mon émotion, c'était... j'ai oublié encore le 24, Mobutu plaira, comme voilà, je sais appeler. voilà. C'était ça viendra. C'est là où il a permis le multipartisme, en fait. C'était à cette date-là, pour que le MNC revienne. Et bien que le MNC soit revenu, il y avait toujours de barrières pour que le MNC ne puisse pas opérer comme il faut. Donc il y a toujours de gros yeux dans l'ombre qui observent le MNC, qui observent son avancement. Et nous sommes un peu plus libres aujourd'hui, ce qui fait que on ne nous voit pas, par exemple, comme on verrait le IDPS, les AFDC, les UNC, tout doucement. Est-ce qu'il n'y a pas anguille sur roche ou fourmi sous pierre? Parce qu'on ne comprend pas, c'est dit à quoi? Un parti très influent, membre de l'Union sacrée en plus, mais vous ne vous retrouvez pas, vous avez du mal à vous positionner. Oui, la raison est qu'au moment de la création de l'MNC, les objectifs de création des partis politiques étaient beaucoup plus autres. On pouvait créer son parti, déjà regardez, à l'époque, lorsqu'on a créé le MNC, il n'y avait qu'un seul parti politique. Après, d'autres partis sont nés. Mais tous les partis n'avaient qu'un seul leurs objectifs étaient similaires. Ce qui fait que lorsqu'ils sont allés au conclave de Lovanium, ils ont décidé de faire front commun
hein, front commun pour l'indépendance du Congo et n'est pas s'avancer seul avec ses... Non, non, non. D'abord la libération. D'abord que la fin du colonialisme d'abord. Et après, nous aurons autant de partis pour... et ça passait bien. Mais maintenant, c'est autre chose. C'est une autre époque. Et les donnes sont aussi autres. Aujourd'hui, pour avoir un parti politique qui prospère en RDC, vous devez avoir beaucoup de moyens. Et le MNC qui vient de renaître, qui n'a pas ce moyen, qui n'a pas de sponsors. 10 ans après, vous ne craignez pas que le parti puisse ressembler à un parti politique mallette, parce que là... ce n'est pas possible. Le parti stagne. Ça ne sera pas possible, puisque nous parlons du parti de Patrice Emery Lumumba. Et je vous dis que beaucoup, si ce n'est tous ces partis politiques qui naissent, émanent toujours, si vous regardez l'historique de chaque parti, c'est toujours dans le lumumbisme qui fondent leurs objectifs, leur être en tant que parti. Donc, je ne pense pas. Le moment viendra où vous verrez le MNC en action, en activité pour ce pays. Voilà, merci pour cet éclairage. Nous allons évoluer dans cette émission où on va parler de la révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Qu'en pensez-vous, vous personnellement, comme femme politique congolaise? On le sait tous, chaque constitution prévoit des normes sur la procédure des révisions, lesquelles sont essentielles pour garantir la légitimité et la stabilité. Il y a un débat sur un éventuel changement de constitution en République démocratique du Congo. Votre opinion? Merci de me poser cette question, mais moi, je n'ai pas encore vu cette question posée d'une façon officielle. Les gens sont en train de palabrer là-dessus. On va parler hypothétiquement, je pense, et je dois clarifier là-dessus, parce que moi, je ne voudrais pas faire partie des gens qui parlent sans je ne sais quoi. Nous parlons en hypothèse. Voilà. Donc moi, sur ce, je dirais, les constitutions, premièrement, je dirais, les constitutions se changent. Il faut qu'il y ait une bonne raison pour que ça se change. Nous sommes d'accord, moi, et nous l'avons toujours dit, l'actuelle constitution émane d'un temps trouble de la République. Notre constitution actuelle, d'abord le premier émanait, je crois que c'était une constitution de la France qu'on nous a ramenée, qui ne cadrait pas avec notre vie socio-culturelle et tout, on nous a imposé. Ensuite, l'actuelle qui émane de Sun City. Une période trouble du pays où ils ont raccommodé des choses toujours pour pouvoir mettre à genoux les géants Congo. Et donc si aujourd'hui, le politicien d'aujourd'hui pense que cette constitution devra se changer, ben, il y a des étapes. Certainement, j'ose espérer qu'ils vont, par exemple, comme tout à l'heure, j'ai mentionné la conclave de Lovanium à l'époque. C'était une conclave où on est allé débattre de la constitution du Congo. Donc, si aujourd'hui, le changement de notre constitution est nécessaire, j'ose espérer qu'il y aura des étapes de conclave pour en débattre, pour en discuter et enfin le faire. Et il faut être honnête. Notre constitution a besoin quand même, il y a de points. Je ne saurais vous dire lequel en ce moment. La majorité au pouvoir pense que notre constitution est obsolète, il faut à tout prix une mise à jour. Ça va profiter à qui exactement? Aux Congolais. S'ils le font d'une façon honnête, ça devra profiter au Congo et aux Congolais. Parce qu'il y a deux points. Il y a des articles dans cette constitution qui sont tellement légers, où on donnerait, par exemple, on nous demanderait de céder un peu de nos terres à nos voisins, puisque nous sommes voisins, et qui causent des guerres.
Donc, il faut très bien clarifier ces choses-là. Et si à cause de ces genres des articles qui se trouvent dans notre Constitution, et j'ai très bien dit, si cette Constitution émane d'une période trouble, où le Congo était envahi par des étrangers qui ont voulu ravir notre pays, ah ben, si les autorités aujourd'hui se disent on doit changer ça dans l'intérêt de notre pays, de notre peuple, il ne faut pas que chaque chose qui sorte parce que les autorités sont en place, c'est-à-dire qu'ils veulent le faire pour leurs intérêts, non. Il faut aussi voir qu'ils veulent le faire pour notre intérêt. Pour cette session budgétaire, le Parlement congolais va se pencher aussi sur cette question de la révision de la Constitution. On le sait, si j'ai bonne mémoire, lors de sa tournée européenne, le chef de l'État, 5 mois après sa réélection, il a dit ceci, il a annoncé la mise en place d'une commission pour réfléchir à la nouvelle Constitution. Certes, voilà, certains articles comme la durée du mandat présidentiel, l'organisation de scrutin, les retours à la nomination de gouverneurs seraient dans la balance. Voilà un peu ça. Personnellement, je suis d'accord avec tous ces points-là, puisque ce sont des choses auxquelles nous avons regardé dans le passé, nous nous sommes dit, ici, il y a un problème. Ici, et il ne faut pas se rendre à l'évidence de ces genres d'erreurs lorsque vous êtes personnellement devant ces erreurs-là. Par exemple, moi j'ai été candidate députée nationale et nous avons vu beaucoup de choses qui n'allaient pas. Donc il ne faut pas attendre à ce moment-là pour venir pointer du doigt. Et donc s'il y a le guide décide que non, c'est une chose, ou alors le Parlement, c'est une chose auquel on devra s'occuper. Maintenant, il faut commencer à crier que voilà, il veut prolonger parce que pour lui-même, non, il ne faut pas toujours être dans le négatif. Voilà, changement de la Constitution, si et seulement si ça aura lié, et l'opposition pense que, soupçonne les chefs de l'État de vouloir se maintenir au pouvoir, ainsi de suite. S'ils ont leurs preuves pour cela, s'ils l'ont entendu dire que c'est pour cela, eh bien, ils n'ont qu'à nous ramener, que nous puissions tous apprécier. Mais en ce qui me concerne, aujourd'hui, s'il y avait une révision constitutionnelle, je vais regarder. Je vais observer pour m'assurer que c'est fait dans l'intérêt du pays et de son peuple. Comme je vous ai signifié tantôt, les députés sont divisés par rapport à l'idée de revoir notre constitution. L'acteur politique congolais Germain Kambinga, je l'ai suivi, il a dit ceci, il appelle au référendum pour passer les mandats présidentiels de 5 à 7 ans. C'est bien dit, c'est bien réfléchi. Votre opinion? Laisse-moi me répéter. Il appelle au référendum pour passer les mandats présidentiels de 5 à 7 ans. Là, c'est Germain Kambinga. Oui, c'est-à-dire que on n'impose rien, mais on passe par des voies démocratiques pour cela. Et que ça soit bien ou mauvais pour d'autres, c'est une question qui s'impose à ce moment-là. Et donc, aussi longtemps qu'ils ne viennent pas imposer cela au peuple, il faut qu'on change cela. Mais lorsqu'ils passent, ils le font d'une façon démocratique, je pense que ça va. En France, ils l'ont fait. Il n'y a pas, à l'époque de Jacques Chirac. Ils l'ont fait, c'était 5 ans aussi, je crois, et ils l'ont poussé à 7 ans. C'est vrai, parce qu'à un moment donné, il ne faudra pas qu'une personne vienne au pouvoir et puis avant d'avoir réalisé certaines choses, son temps est arrivé, est fini, et puis il s'en va sans avoir réalisé. Et tout cela, j'imagine, même si c'est proposé maintenant, ça serait dans cette optique-là. Donc, je n'ai vraiment pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus, sauf que ça doit se faire dans les normes démocratiques. Voilà. Et voilà, et les présidents du parti en vol de l'ICSanga, honorable de l'ICSanga, proposent la révision de la Constitution pour établir les 2 tours de la présidentielle. Oui, 2 tours, oui. Voilà, on a 2 tours. Et est-ce qu'on a proposé un troisième tour? Les 2 tours sont ce qu'on a, non? Mais voilà, je n'ai pas très bien compris là ce que Delis Sanga propose. Il propose la révision de la Constitution pour rétablir les 2 tours de la présidentielle. Rétablir? C'est-à-dire changer, vous voulez dire en revenir à un tour ou quoi? Ah non, c'est où est-ce que ça se fait ces choses-là? Mais c'est pas normal.
Par contre, les ONG... Je ne soutiens pas, je voudrais dire que je ne soutiens pas la proposition de Délice Essanga, moi, non. Par contre, certaines organisations non gouvernementales œuvrant en RDC s'opposent à la modification de la Constitution. Elles condamnent la rhétorique et autres appels des cadres de la majorité présidentielle à la candidature de l'actuel chef de l'État. Voilà. Moi, ces gens-là qui leur donnent le pouvoir de venir en RDC et dire leurs mots dans les affaires politiques d'un pays souverain, est-ce qu'on voit des organisations congolaises qui vont en France, en Belgique, aux États-Unis, dire leurs mots à ce qui concerne les affaires de l'État? Moi, je n'ai jamais soutenu ce genre de choses. Je ne voudrais même pas commenter sur ce que ces gens-là ont dit. Puisque pour moi, ils commentent lorsqu'ils ce n'est pas leur place, en fait. Il faut changer toute la Constitution ou bien quelques articles, comme je l'ai signifié tantôt. Certains articles comme oui, la durée du mandat présidentiel, l'organisation de scrutin, les retours à la nomination de gouverneurs. Voilà, serré dans la balance. Ce sont... Oui, je ne pense pas qu'on devrait changer toute la Constitution en vague, non. Il y a certains articles, en effet, qui nécessitent ces changements. Comme le sujet que je viens de citer là, surtout par rapport au mandat du chef de l'État, c'est là où les bas blessent. De 5 ans à 7 ans. Oui, moi, 2 ans, c'est quoi? Moi, je pense que c'est juste une façon de permettre à l'actuel ou à celui qui est en place, peut-être, de maximiser un peu le temps pour qu'il puisse terminer ses agendas. Les retours à la nomination de ministres, de quoi? De gouverneurs. C'est impérieux. J'ai observé comment ces élections se font. Parfois, je dirais, je ne sais pas, je vais peut-être être neutre par rapport à cette question. Je ne sais pas si la nomination serait la meilleure chose. Mais les élections non plus, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu moi-même, c'est futile. C'est pas possible. Donc, si on veut tenter avec la nomination... Parce que, attendez, que je puisse élaborer un peu plus, puisque si le chef de l'État, lui, est voté pour autant 5 ou 7 ans, je ne trouve pas ça tellement mauvais que ce soit lui, maintenant, qui désigne les gouverneurs. Parce que lorsque ces gouverneurs-là vont aller dans des provinces, s'ils ne travaillent pas bien, c'est toujours sur lui, le chef de l'État. Donc, quelque part, c'est dire non. Moi, je vais choisir les gouverneurs qui vont servir mon mandat, n'est pas non plus une mauvaise chose. Mais les députés provinciaux qui sont censés lire le gouverneur, des fois, on les traite de tout le monde et ils sont corrompus et ainsi de suite, raison pour laquelle les choix de gouverneurs, ce sont des choix qui ne sont pas judicieux. Moi, je viens de la province du Sankourou, la province la plus trouble à ce niveau-là, à ce stade-là. Donc, pour moi, en tant que Sankouroise, je souhaiterais que ça soit une nomination. Donc, c'est nécessaire de changer la Constitution. C'est nécessaire que cette personne-là puisse répondre directement au chef de l'État que ce qui se passe actuellement. Il y a au moins trois gouverneurs qui pratiquement n'ont rien fait à cause, si vous êtes gouverneur et vos opposants vous mettent les bâtons dans les roues à travers ceux qui sont derrière vous et vous, à la fin de la journée, à la fin de votre mandat, vous ne faites rien. Et donc, s'il faut changer quelque chose là pour améliorer ces systèmes, je ne vois pas pourquoi on dirait non. Voilà, il faut changer à tout prix la Constitution. Pense un cadre de la majorité présidentielle, il s'est justifié. Cette Constitution a été conçue pour faire la part belle aux belligérants du conflit congolais. Voilà, la raison pour laquelle il faut... C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. De toute façon, j'ai dit que la Constitution actuelle est née d'un moment trouble de la République. C'est dans cette constitution-là qu'est né les 4 vice-présidents, un président, qu'on a commencé à découper le pays, on a commencé à morceler le pays, autant de provinces
comme jamais auparavant. Et pourquoi ça? Donc, moi, je pense que il nous faut une nouvelle constitution, mais il faut que ça prenne le temps vraiment d'être très, très bien étudié et très bien conçu pour qu'on traite le niveau du pays à tous les niveaux, pour qu'on puisse un peu avancer, puisque nous sommes estompés. Alors que la majorité, l'opposition républicaine pense que c'est perdre de temps, ce sont des débats inutiles. Il faut passer à l'action. Il faut que ces gouvernements consomment, les chefs de l'État consomment bien son mandat et au moment propice, organiser les prochains scrutins au lieu de laisser la population lancer un débat dans des conflits du genre revoir la Constitution. C'est le moment de travailler, pense l'opposition républicaine. C'est le moment de travailler, donner les résultats. Nous attendons les résultats de ce second mandat du chef de l'État au lieu de se lancer dans des conflits du genre revoir la Constitution. C'est pas un conflit. Moi, je ne pense pas que ce soit un conflit. Parce que ça divise déjà la classe politique. Et ils se divisent parce qu'ils veulent se diviser. Il faut tout simplement être parfois un peu positif et voir les choses du bon côté. S'ils voyaient les choses du bon côté, cette révision pourrait se faire naturellement, facilement, sans trop de tralala, et le travail se faire aussi. Mais s'ils veulent faire de haut et de bas, des conflits, à ce moment-là, ça serait ce qu'ils sont en train de prédire là. Voilà, revoir notre constitution, vous pensez que c'est une question qui est liée au chef de l'État? Il est quand même le chef de l'État, hein, le garant des institutions. S'il constate qu'il y a un blocus, et ce blocus est dû par rapport à la Constitution, et qu'il décide d'écouter pour le bon fonctionnement des institutions et l'avancement du pays, je pense qu'on devrait, pourquoi pas? C'est pas lié, je ne sais pas dans quel sens est posée votre question, mais en ce qui me concerne, d'ailleurs, c'est lui qui doit donner cette impulsion. Par contre, l'opposant Martin Fayulu, au cours de sa récente déclaration, il a parlé d'un dialogue politique. Et pourquoi pas organiser un dialogue politique pour offrir au pays une opportunité de réunir toutes les parties prenantes pour parler de la crise en République démocratique du Congo. Proposition rejetée par le chef de l'État qui pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de crise politique pour projeter ou proposer un dialogue quelconque. Oui, je ne pourrais pas contredire le chef de l'État avec ça. Je ne vois pas pourquoi on organiserait un dialogue. Et en fait, c'est parce que les opposants congolais sont habitués avec ça. C'est en fait là qu'on cherche des blocus, de bloquer les institutions, non? Avec ces dialogues et chaque jour on doit leur payer autant et rien à la fin de ces fameux dialogues ils se remplissent les poches, alors que ces dialogues là souvent durent peut-être de 3 mois, peut-être voire une année, et ils ont pratiquement des salaires chaque jour. Donc ils sont tellement habitués à ces systèmes-là, que, voyez-vous, ils proposeraient ces systèmes-là. Par contre, ce que dit le chef de l'État, moi, je ne trouve vraiment rien de mal. Quand il y a crise, normalement, il faut toujours qu'il y ait un dialogue qui puisse réunir les parties prenantes. Mais pourquoi pas aussi écouter les autres? Mais Madame Adèle, où est la crise? Où est la crise? Mais les choses n'avancent pas. La guerre à l'Est continue. Oui, c'est une crise. On a une crise à l'Est, oui. Et je constate, moi, que le gouvernement central fait ce qu'il fait. Sauf que la crise de l'Est n'est pas aussi facile. Nous craignons un glissement quelconque. Oui, nous le craignons tous. Et je ne sais pas si plus haut on ne les craint pas, nous les craignons. Mais est-ce que le pays ne fait pas ce qu'il peut? Mais 100 jours après que ces gouvernements aient été mis en place, qu'est-ce qui a changé? Bon, exceptionnellement, les prix du carburant a baissé, mais
ça n'a pas changé, ça ne répercute pas sur le prix de la course, ainsi de suite. Le panier de la ménagère, ça pose problème, il y a inflation, en tout cas beaucoup de choses stagnent. Alors pourquoi pas que les acteurs politiques, l'opposition, la majorité se mettent en place pour réfléchir, que chacun essaie de mettre la main dans la pâte pour que les choses changent. Vous savez, lorsque les hippopotames se battent au milieu du lac, c'est toujours le poisson qui en pâtisse. Je ne sais pas si le Congo est au courant, mais il y a une récession mondiale depuis des années. Il y a une récession sérieuse, je vous dis. Et souvent, lorsqu'il y a ce genre de crise économique, c'est des pays qui émergent qui en souffrent. Ils vont venir dans des pays, par exemple, avoir des développements chez nous, là où ils ont l'habitude d'acheter ou prendre de matières brutes. Ils viennent le prendre, peut-être dans le temps, ils le prenaient moyennant $5. Maintenant, ils vont dire, ouais, à cause de la récession, écoutez, donnez-nous à $2. Et c'est comme ça que vous sentez, vous allez voir que même s'il y a une récession au niveau mondial, chez eux ça va encore un peu, mais chez nous c'est pire. Il faut compter avec ça. Mais ce que j'ai constaté déjà économiquement par là, c'est que c'est depuis un bon bout de temps. Il y a quand même la dévaluation du franc congolais s'est arrêtée un peu, ça s'est estompé, puisqu'avant j'observais, ça allait vite. Et depuis quand même une année maintenant, nous sommes à 28 000 et stop, on y est. Ça n'a pas trop bougé. C'est-à-dire quoi que quelque part, quelqu'un fait d'efforts pour arrêter cela. Et ce qui est aussi bien, nous, le peuple, c'est de reconnaître ces efforts-là. Pas toujours de critiquer négativement. Lorsque nous reconnaissons, nous les encourageons. Mais lorsque nous sommes tout le temps en train de critiquer, insulter, n'importe quoi... Mais par exemple, la baisse du prix du carburant, c'est salué, mais ça devait se sentir sur le coût. Est-ce que nous sommes pays producteurs du carburant? Le carburant qui entre au Congo vient d'où? Et lorsqu'il y a une récession, c'est-à-dire que tout ça la change. Tout ça la change. Et si le prix a baissé, c'est que certainement, au niveau du gouvernement, ils ont fait des concessions ici et là pour pouvoir rabaisser cela. Et c'est ce que j'ai dit. On ne les sent pas dans le transport en commun. C'est ça le problème. Nous payons toujours cher, c'est ça. Et ça, c'est un autre niveau. Les prix de la course ne pas revu à la baisse, oui, pour qu'il y ait harmonie avec la baisse du prix du carburant. Ces gens-là sont individuels. L'État n'a pas vraiment ces moyens de transport ici à Kinshasa. Il n'y en a pas beaucoup de l'État. Donc ça, ce sont des privés qui mettent les prix à leur bien. C'est comme vous vendez votre pain, vos cacahuètes, vous mettez les prix. Donc maintenant, vous voulez faire appel au service national qui régule ces prix-là. Pour bien jeter, pour avoir un œil, qu'on ne surcharge pas la population inutilement. Mais lorsque vous me parlez du carburant qui baisse les prix, et qui a déjà baissé un peu le prix, je ne conduis pas ici, donc je ne sais pas trop. Donc, c'est-à-dire que l'État ou le gouvernement est en train de faire des efforts pour alléger la population. Ou des Congolais qui ont de voitures qui bougent tous les jours. Mais du haut de la tribune de l'ONU, pas plus tard qu'il y a des semaines, nous avons suivi tous, le chef de l'État continue à faire de plaidoyer pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Donc c'est dit, il y a un problème dans... Bien sûr qu'il y a toujours un problème. Alors les acteurs politiques devraient se mettre ensemble pour résoudre le problème qu'il y a. Mais ce n'est pas autour d'un dialogue comme on le souhaiterait. Vous savez, comme j'ai dit ici tout à l'heure, au moment, lorsque le Patrice Lumumba et nos aïeux cherchaient l'indépendance, ils avaient décidé d'avoir les mêmes objectifs dans leur parti politique. Il y avait la BACO qui était connue, il y avait le MNC, Kalonji, MNC, Lumumba, et tous ces partis-là se sont retrouvés avec, ils se sont dit, nous sommes unis maintenant pour notre pays, à cause de notre pays, puisque nous voulons l'indépendance du Congo. Donc, pour le moment, nous sommes tous un. Eh bien, pour la raison de l'Est du pays,
si M. Fayoulou, c'est ce qu'il veut aussi, eh bien à ce moment-là, ils n'ont qu'à se mettre ensemble et dire, désormais, nous avons les mêmes objectifs, nous allons combattre unilatéralement en tant que le peuple pour que ces conflits se terminent à l'est de notre pays. Et pas pour venir en tant que le président de tel parti, faisons un dialogue, moi mon parti, nous offrons ceci. Celui-là il dit nous offrons cela. Vous voyez? Et après on vient demander des dialogues. Et ce sont des dialogues qui à nouveau vont faire souffrir le peuple. Non. Non. Voilà, merci pour cet éclairage. Nous allons évoluer dans cette émission. On va parler d'autre chose. C'est la prorogation de l'état des sièges au Nord Kivu et à Ituri, là où cet état des sièges a été décrété depuis le 6 mai 2021, la mesure exceptionnelle de l'état de siège. L'Assemblée nationale était en plénière le jeudi 19 septembre 2024 pour examiner et adopter les projets de loi autorisant la prorogation de l'état des sièges dans les provinces, comme je l'ai signifié, Nord Kivu et Ituri. Voilà un peu ça. Mais il y a les ressortissants de ces provinces qui sont contre la prorogation de l'état des sièges. Ils sont contre, mais ils proposent quoi? C'est déjà ça. Ils proposent quelque chose. Ils ont même quitté l'hémicycle le jour en question en signe de protestation. Oui, nous comprenons les réactions. Personnellement, je comprends. C'est pour dire que après tous ces années... Pour compléter mon idée, oui, ces députés dénoncent ce qu'ils considèrent comme une prorogation imposée sans débat. Ils parlent au nom de leur population. Au cours de cette plénière, oui, le 19 septembre consacrée à cette préoccupation. Oui, donc ces députés-là parlent au nom de leurs députés qui les ont élus. Et donc nous comprenons leur prise de position. Pourquoi? Parce que le conflit continue, ne fait que s'accentuer. Et donc ils se disent, mais ça sert à quoi? D'accord? Nous comprenons. Mais maintenant ma question est, pendant qu'ils protestent, ils proposent quoi en revanche? Il est urgent d'écouter les voix des élus locaux, organiser un référendum sur la fermeture des frontières avec le Rwanda en lieu et place de la prorogation de l'état des sièges. Votre opinion, juste, nous sommes en train de réfléchir par rapport à cette réalité. Au cours de cette plénière, où on a adopté cette proposition de loi, les élus du Nord Kivu et de l'Ituri sont montés au créneau pour fustiger cette réalité. Ils ont même quitté l'hémicycle. Pour eux, c'est nécessaire en ces moments d'organiser un référendum sur la fermeture des frontières avec le Rwanda au lieu de proroger l'état du siège. Et c'était aussi nécessaire d'écouter les voix des élus locaux avant de procéder à ces comportements. Oui, je le conçois. Moi, je pense que c'est une revendication légitime. Et personnellement, je ne sais toujours pas pourquoi nos frontières avec le Rwanda ou l'Ouganda sont toujours ouvertes, alors que ce sont eux qui profitent beaucoup chez nous. Et ils viennent nous tuer par-dessus tout, et nos frontières sont toujours ouvertes. À ce moment-là, s'il faut avoir des échanges avec des élus locaux pour les écouter, puisque ce sont eux qui en pâtissent là-bas. Et pourquoi pas? Voilà, donc ce projet de loi n'est pas du tout le bienvenu, vous trouvez? Ils sont en train de discuter. Dire que ce n'est pas le bienvenu, je n'irai pas jusque-là, puisque je n'ai pas tous les éléments. Mais j'ai dit que les élus du Sud Kivu, ils n'ont pas tout à fait tort non plus. Il y a un problème qui se pose en cette partie de la République démocratique du Congo. Les élus, les ressortissants du Nord Kivu et de l'Ituri sont allés plus loin pour demander au speaker de la Chambre basse du Parlement l'implication de leaders des régions affectées dans les processus de négociation de paix à l'est de la République démocratique du Congo. Au lieu d'aller vite en besogne, en procédant déjà à examiner et adopter le projet de loi autorisant la prorogation de l'état des sièges. Il fallait d'abord impliquer les leaders des régions affectées dans les processus de négociation de paix. C'est tout à fait logique, puisque ce sont eux qui devaient ramener leurs conclusions au bureau, à la Chambre, et puis c'est de là
qu'aller émaner des décisions de prolonger ou ne pas prolonger. Vous trouvez qu'il faut maintenir l'état de siège ou bien carrément il faut l'enlever? Mais c'est de cela que nous sommes en train de discuter. Je me dis que je ne peux pas condamner ces élus qui protestent parce que on aurait dû d'abord leur considérer, demander leur opinion, puisque ce sont eux qui viennent de là. Ils ont des familles là-bas, ils vivent là-bas. Donc, et ils sont des élus de là. Ils sont donc experts à ces coins-là. Donc, leur point de vue est très important avant de prendre des décisions concernant cet état de siège. Les élus du Nord Kivu et Ituri qui ont requis l'anonymat ont ajouté « État de siège est devenu un business pour les généraux déployés sur terrain. Ils exploitent illicitement les minéraux au lieu de protéger la population. » Voilà une chose auquel le gouvernement devra maintenant faire son investigation et régler les comptes à ces généraux, si c'est vrai. Sinon, alors nous ramener la vérité, faire la lumière. Nous sommes en train d'analyser leurs réactions. Voilà, toujours ces députés. Ils sont allés plus loin jusqu'à dire qu'il y a trop de trafic entre le mouvement rebelle et certains officiers de l'armée. Raison pour laquelle il faut à tout prix mettre fin à l'état de siège. Ça ne peut pas être une raison pour mettre fin à l'état de siège, mais par contre, s'il y a des exactions comme ça, il faut maintenant les rapporter aux autorités compétentes qui devraient à leur tour investiguer et puis corriger. Voilà, cette histoire de l'armée congolaise, chaque fois c'est faire l'ami des ennemis pour faire souffrir le peuple, doit s'arrêter à un moment. Et on ne doit pas tout simplement dire on ne veut plus de l'état de siège à cause de ces gens-là. Les péchés du speaker de la Chambre basse du Parlement au cours de cette plénière, après la proposition de loi, il devait quand même donner l'occasion aux députés de discuter là-dessus. C'est ce qui n'a pas été fait. Il faut à tout prix il faut être franc dans les discussions qui puissent aboutir à des recommandations, à des orientations pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo, de rester figé, tout à fait. C'est la franchise. Il faut être très franche. Surtout ces coins du pays a tellement souffert que vraiment, honnêtement, tous ces gens, ils doivent penser. C'est notre pays et c'est la réputation de tous. Qu'on soit le président, qu'on soit un parlementaire et tout, lorsqu'on est à l'extérieur, lorsqu'on nous regarde de l'extérieur, on nous regarde tous comme ça, attaque un. Donc on devrait avoir cet amour ardent maintenant de vouloir en finir avec cette chose. Madame Berthe Ouallo, en tout cas, on a bien décollé, bien volé, malgré beaucoup de zones d'ombre. On doit maintenant atterrir en douceur. Vous êtes femme qui se distingue. Vous travaillez d'arrache-pied au sein du parti Lumumbiste. Ça fait combien de temps que vous évoluez au sein de ce parti politique? Environ 5 ans. 5 ans. Avant, vous étiez aussi? Avant, j'étais à la FDC. Débat sur le Kouebo. C'est ça. Voilà, mais quitter FDC pour le parti Lumumbiste, vous justifiez ça comment? Après un temps, j'ai dû, pour moi, Bahati est là, il fait très bon. La constance paye aussi. C'est pas grave. Moi, si je suis quelque part, souvent c'est par rapport à mes convictions. Hein? J'ai été convaincue de servir à ce moment-là. À la FDC, je l'étais. Les relations étaient super bien. Quand on avance, on ne recule plus. On peut reculer lorsque on peut faire des rétrospections et se dire, écoutez, maintenant je vais faire A, B, C, D. Donc, je suis allée servir à l'MNC Lumumba parce que lorsque je suis vraiment, j'ai appris à connaître l'histoire de mon pays et à voir comment le parti de Patrice Lumumba avait été, comment dire, mis à la poubelle. Je me suis dit, je vais travailler. C'était pas vraiment. Lorsqu'on recule, on devient un élément à craindre. Voilà. Non, on ne me craint pas. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis une femme de cœur. Et là où je suis, là où on ne me craint pas. Voilà, parce que nous sommes à la fin de cette émission, c'était un peu chaud. Voilà, il y a des jours où c'est comme ça. Nous sommes en face d'une grande femme, une femme politique. Alors,
quand on est en face d'une femme politique, on parle de la politique. Voilà, c'est un peu ça. Madame Berthe, nous sommes à la fin. Un message particulier pour clôturer l'émission, surtout par rapport à l'anniversaire du parti politique et pourquoi pas autre chose. Voilà, non, je voudrais vous remercier de nous recevoir aujourd'hui à ce jour du 66e anniversaire de la création de l'MNC Luvunga. C'est votre anniversaire de naissance aujourd'hui aussi? Le mien, c'est le 12, en fait, c'est après-demain. Et donc, je voudrais, en fait, pour le MNC, je voudrais souhaiter un heureux anniversaire à l'MNC, mais à tous les Congolais. Puisque le MNC est né pour unir tous les Congolais, le mettre ensemble, les initier à la vie politique et ensuite aller vers l'indépendance. Aller vers l'indépendance, pourquoi? C'est pour comment dire, pour le bien-être du peuple congolais et pour chercher leur paix, leur solidarité et leur liberté. Voilà. Donc le MNC est né pour le bien-être du peuple congolais et du Congo en général. Et lorsque nous célébrons le MNC, nous célébrons le peuple congolais et la RDC. Voilà, merci à vous, Madame Berthe Wallo. Merci à toutes les femmes qui nous suivent depuis Massi Manimba. J'ai reçu des coups de fil de femmes de Massi qui aiment bien suivre l'émission Podium F. Particulièrement, nous remercions Madame Sylvie Sou Proved. Elle nous a promis de participer aussi à cette émission dès qu'elle sera à Kinshasa pour donner aussi son opinion, parler de ce coin de la République démocratique du Congo où on sait que les élections ont été annulé, ainsi de suite. Voilà, la rediffusion de ces numéros, c'est le samedi à 8h, heure de Kinshasa. Merci aux preneurs de vue, merci à la chaîne de référence Antenna pour ces programmes. Et moi, je vous remercie de tout cœur, vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis avec attention et intérêt. Vous êtes femmes, vous voulez participer, nous sommes joignables au 081 94 95 181. Une très belle soirée à tous et chacun.